Bonjour les amis. Je remarque une maladie très intéressante dans la société humaine. Il peut dépasser absolument n'importe qui. Peu importe votre niveau d'éducation, que vous soyez riche ou pauvre, que vous viviez dans un pays prospère et bien nourri ou dans le pays le plus arriéré économiquement. Le nom de cette maladie conditionnelle est le consumérisme, une soif persistante de consommation constante. C'est dépenser aveuglément de l'argent pour divers biens matériels et croire qu'ils ajouteront un réel bonheur à nos vies. Les gens travaillent jusqu'à la limite de leur force, vivent quotidiennement un niveau de stress élevé. Cette maladie nous fait tourner comme un écureuil dans une roue, transformant notre vie en une sorte de jour de la marmotte, maison, travail, travail, maison. Mais quel est le remède à cette maladie? Certains acceptent une thèse justificative, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais comme vous le comprenez, même sans eux, sans ressources matérielles, vivre dans le monde capitaliste réel est également assez inconfortable. Certains, pour tenter de se remettre de la folie de la consommation, se lancent à corps perdu dans la religion, d'autres tentent de construire le socialisme, qui est aussi une sorte de religion. Quelqu'un accepte la philosophie orientale, qui peut s'exprimer simplement par la phrase « Débarrassez-vous de vos désirs et cela vous sauvera de toute souffrance ». Autrement dit, les désirs sont la cause de la souffrance. Bouddhisme, hindouisme et autres religions, de nombreux mouvements philosophiques répètent ce récit. Même dans la plupart des branches du christianisme, par exemple dans l'orthodoxie, l'argent est perçu comme quelque chose de sale, de vicieux et de terrible. Débarrassez-vous en rapidement et ne cherchez pas à les gagner. Ce que, comme vous le voyez, beaucoup de gens mettent en œuvre avec succès, dès qu'une somme d'argent plus ou moins décente apparaît entre leurs mains, ils se précipitent pour s'en débarrasser, comme des cendres radioactives. Dépensez-le vite. Nous, Biélorusses, avons une expression si stable, l'argent brûle la cuisse, cela signifie qu'une personne éprouve une sensation de démangeaison et de brûlure à l'endroit où se trouve le portefeuille, au niveau de la cuisse. Le désir de dépenser rapidement. La peur inconsciente de l'argent, en particulier des grosses sommes d'argent, nous oblige à dépenser plus vite et à ne pas accumuler. Et ceci, comme vous le comprenez, est aussi un extrême qui ne fera probablement pas de vous une personne heureuse. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une alternative qui, si vous l'acceptez par vous-même, cette alternative vous aidera à atteindre le bien-être financier et une certaine tranquillité d'esprit, le bonheur au sens large du terme, vous aidera à résister la passion animale de la consommation maniaque. Et le nom de ce médicament est économie. Maintenant, vous ne serez pas d'accord, dites que cela est synonyme d'avarice, c'est de l'avidité ordinaire, disent-ils, cela ne nous convient pas. Même les psychologues soutiennent généralement que la thésaurisation est le lot des malades mentaux et qu'une personne harmonieuse ne permettra pas d'économiser de l'argent. Le mouvement FIR fait l'objet de nombreuses critiques. Et je suis d'accord, si la frugalité prend des traits extrêmes et se transforme en avarice, alors c'est bien le cas. Une personne souffrant d'économie maniaque, atteignant le point de l'absurdité, ne peut pas être qualifiée de personne mentalement saine et heureuse. Mais nous ne parlons pas d'avarice, mais de frugalité, et la frontière entre ces deux concepts est très fine. Mais cela vaut la peine d'apprendre par vous-même à distinguer ces termes. Malheureusement, le citoyen moyen ne comprend pas et ne ressent aucune différence, ou il lui est simplement avantageux de généraliser ainsi afin de cacher son insolvabilité en termes financiers. Il est bénéfique pour le même psychologue de critiquer la thésaurisation, lui-même n'a jamais été riche et n'imagine même pas ce que c'est que d'être riche, mais il se permet déjà de juger sur la base uniquement de théories spéculatives et de thèses théoriques. Alors, qu'est-ce que la frugalité et qu'est-ce que l'avarice? D'accord, la différence ne réside pas seulement dans la connotation émotionnelle de ces termes. Mais dans l'essence des concepts, au minimum, la frugalité est une avarice significative et avancée qui prend en compte toutes les caractéristiques négatives de l'avarice. Une personne avare cherche toujours l'option la moins chère, pour elle, le facteur décisif lors du choix d'un produit ou d'un service est le prix. C'est pourquoi il existe un dicton si sage, l'avare paie deux fois. Une personne économe est celle qui gère sagement et rationnellement son argent, et donc ses ressources, son temps en définitive. Lorsqu'une personne économe achète quelque chose, elle réfléchit d'abord à l'achat et prête attention à la valeur plutôt qu'au prix. Il essaie de tirer le meilleur parti de chaque unité monétaire dépensée. Cela suggère qu'une personne économe valorise son temps et ses efforts, qui ont été consacrés au processus de gain de cet argent, et valorise donc sa vie. Et ce n'est que si le bénéfice, la valeur l'emporte, qu'il décidez-vous enfin d'acheter. Dites-moi, messieurs, psychologues, avec depuis quand la rationalité et la prudence sont-elles considérées comme une qualité négative dans la société, un signe d'anomalie mentale? Vice-versa. Mais pour une raison quelconque,
quand ils disent « il est économe », pour une raison quelconque, cela évoque immédiatement des critiques et des allusions dans l'esprit. Oui, il vaut mieux ne pas faire affaire avec une telle personne, il n'est pas généreux, vous ne le ferez pas. Je n'obtiens pas quelque chose de lui gratuitement, c'est juste, il ne nous fera pas de cadeau au hasard. D'une telle personne, comme dans le proverbe russe populaire, on ne peut même pas demander de la neige en hiver. Oui, c'est vrai, les autres ne devraient pas s'attendre à un cadeau, une proie facile, des cadeaux de la part d'une personne aussi économe, tout comme ils ne devraient pas espérer de la chance. Si vous y réfléchissez, il n'y a rien de mal à cela. Une caractéristique bien pire est de s'attendre à un tel cadeau, d'attendre quelque chose des autres et d'être dépendant. L'investisseur américain Warren Buffett a déclaré « Le prix est ce que vous payez, et la valeur est ce que vous obtenez ». La différence entre ces deux concepts, prix et valeur, est colossale. Tout comme la différence entre les notions d'avarice et de frugalité. Une personne économe se concentre toujours sur le prix, tandis qu'une personne économe se concentre toujours sur la valeur. Avez-vous senti la différence? Pour le dire très simplement, une personne économe est plutôt une personne avare, plus intelligente, plus motivée. Si vous pouvez vous contrôler vos émotions, vos désirs et votre argent, vous aurez alors plus d'opportunités de contrôler votre vie. Vous avez peut-être entendu plus d'une fois de la part des psychologues que, disent-ils, celui qui essaie de contrôler son argent, accumulez-le, contrôler ses désirs, c'est censé être une personne en mauvaise santé. Les psychologues semblent nous pousser à penser, il n'y a qu'une seule vie, il faut tout dépenser et c'est la seule façon pour une personne d'avoir un psychisme sain et d'être heureuse dans la vie. Mais ceci, voyez-vous, est très controversé, c'est l'autre extrême. L'homme, Homo sapiens, diffère des autres animaux en ce sens qu'il a appris à maîtriser beaucoup plus de ressources que toutes les autres espèces animales. Et notre psychisme est bien plus complexe que le psychisme naturel d'un animal, le paradigme de consommation et de non-accumulation qui s'offre à nous. Je vais maintenant essayer d'analyser pourquoi il n'y a absolument rien de mal à adhérer au principe de frugalité, contrairement aux assurances non fondées de la plupart des psychologues. Et la première raison est que la frugalité est utile, c'est un désir naturel d'être libre. Pour que les autres n'aient aucun contrôle sur vous et votre temps. Surtout de la part de vos employeurs. L'argent est l'équivalent du temps, voyez-vous, l'équivalent du travail et des efforts investis, une mesure du succès dans le monde capitaliste moderne. Peu importe ce qu'on dit, pourquoi es-tu si pauvre si tu es si intelligent? C'est donc ton employeur qui a le plus grand contrôle sur toi, puisque c'est lui qui te paie de l'argent chaque mois pour ton temps. Pensez au pouvoir que possède la personne pour laquelle vous travaillez. Qu'est-ce qui vous pousse à aller au bureau ou à l'usine tous les jours, à vous surpasser, à travailler? Plus vous avez de dettes, de prêts et moins vous avez d'épargne, plus les autres peuvent vous contrôler, moins vous êtes libre. Pouvez-vous prendre une courte pause du travail, prendre un jour de congé ou des vacances à tout moment qui vous convient? Dans un système capitaliste, les entreprises bénéficient d'employés lourdement endettés et soumis à diverses obligations, car ils sont plus accommodants et flexibles, ils s'accrochent plus étroitement à leur emploi. Il est plus facile pour un employeur de dicter ses conditions à ses employés. Idéalement, un employé devrait bénéficier de prêts pour un appartement, une voiture et d'autres biens. Une telle personne est plus facile à contrôler, puisqu'elle tournera comme un écureuil dans une roue, se surmontant, gaspillant sa santé, ses nerfs, ses ressources biologiques jusqu'au moment où elle pourra prendre une retraite bien méritée. Si c'est le cas, bien sûr. En d'autres termes, l'argent est un moyen de vous contrôler, à moins, bien sûr, que vous l'ayez, c'est une sorte de manière civilisée d'asservir les gens, une sorte d'esclavage volontaire. L'esclavage classique a été aboli il y a longtemps, mais les gens ont inventé d'autres mécanismes. Jour après jour, vous vous lèverez volontairement à 6 à 7 heures du matin et irez travailler, car il y a de plus en plus de nouvelles envies à venir, un nouveau gadget, un iPhone à crédit, de nouveaux vêtements, des vacances à un lieu de villégiature cher, pour que, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, pour qu'ils ne soient pas pires que les autres. Un mode de consommation véritablement imposé vaut mieux que n'importe quel fouet et barreau qui contrôlait autrefois les esclaves. Mais si vous dépensez au moins un peu moins que ce que vous gagnez, vous avez alors un petit élément de contrôle sur votre vie et vous avez une chance de sortir de cet esclavage volontaire. Vous n'accepterez pas un travail désagréable et trop dur pour vous, vous aurez plus de chances de trouver exactement le travail qui correspond à votre vocation, puisque l'épée du besoin d'Oc ne pèsera plus sur vous. Vous direz peut-être, mais beaucoup de gens aiment travailler et c'est en cela qu'ils voient le sens de leur vie. Et c'est bien vrai, ce n'est pas pour rien qu'il existe un sage proverbe, trouvez un travail qui vous fait plaisir, et vous n'aurez plus à travailler un autre jour. Mais cela n'est vrai qu'en théorie, en conditions idéales.
En pratique, ce n'est généralement pas le cas. Une personne n'est pas accablée par le fait de travailler lui-même, d'accomplir une fonction quelconque, il existe même un besoin naturel pour cela, mais par l'obligation de ce travail, l'inévitabilité. Dès que vous avez, par exemple, un passe-temps, par exemple, dessiner. Vous avez aimé ça, après votre travail principal, vous aviez tellement hâte de récupérer des toiles et des peintures pour enfin commencer à faire ce que vous préférez. Mais ensuite vous avez décidé de quitter votre travail principal et de faire du dessin votre source de revenus. Désormais, vous ne dessinez plus ce que vous voulez, mais seulement ce que les clients vous disent de faire, ce qui se vend le mieux. Si avant vous faisiez cela pour votre plaisir, maintenant que c'est devenu votre métier, que les clients attendent des résultats, et que vous ne pouvez pas vous permettre d'hésiter avec le dessin, cela commence à vous peser au bout d'un mois. En pratique, c'est ce qui se passe. Vous pouvez donner des centaines d'exemples où un passe-temps que vous aimiez au début, au moment où il devient un travail, se transforme en une activité détestée. L'obligation de tout travail ou travail est quelque chose qui vous pèse toujours. Aimez-vous filmer et publier des vidéos pendant votre temps libre? Sur la plateforme YouTube, mais une fois que vous commencez à le faire de manière professionnelle, commencez à filmer et à monter des vidéos tous les jours, cela peut conduire à l'épuisement professionnel. Et nous travaillons parce que nous avons besoin de gagner notre vie. Peu importe à quel point vous aimez votre travail, je suis sûr que si on vous donnait le choix et la possibilité de ne pas aller travailler, vous le feriez avec plaisir. Habituellement, tout le monde attend et profite de ses vacances. Eh bien, ou du moins, vous réduiriez vos heures de travail pour que le processus de travail apporte plus de plaisir. C'est si vous aimez beaucoup votre travail. Eh bien, au maximum, les gens quittent généralement leur emploi sans regret et font quelque chose de plus intéressant et quelque chose qu'ils aiment vraiment. Plus le filet de sécurité et le volume de l'épargne sont importants, moins une personne commence à dépendre du salaire et reçoit de plus en plus de ressources provenant de sources de revenus dits passifs. C'est ainsi que fonctionne le capitalisme, du mot capital. L'épargne, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, apporte un réconfort psychologique et une certaine confiance en l'avenir. Une personne économe, avant de payer pour un produit ou un service, réfléchit d'abord au temps, heures, jours, semaines, mois ou années, qu'elle devra travailler pour obtenir le montant équivalent à ce futur achat et si celui-ci est si souhaitable. Combien de joie et de réels avantages un futur achat peut finalement apporter? Si vous achetez un nouvel iPhone ou une voiture qui coûte disproportionnellement plus que vos capacités, vous gaspillez et vivez au-dessus de vos moyens. Dans certains manuels d'économie, je suis tombé sur une telle directive, par exemple, qu'une voiture ne devrait pas coûter plus de 8 salaires mensuels d'une personne. Autrement dit, si vous gagnez, par exemple, l'équivalent de 1000 $ par mois, alors le montant maximum qu'il serait rationnel de dépenser pour acheter une voiture pour un usage personnel, c'est-à-dire, bien sûr, non pas pour le travail, mais comme moyen de subsistance personnelle, transport, le montant ne devrait donc pas dépasser 8000 $, soit 8 salaires mensuels. Pas pour 16 000 une voiture neuve du showroom, comme l'aiment beaucoup de personnes à faible revenu, alors que dans la vie de tous les jours, elles doivent ensuite économiser sur tout, se privant des choses de base. Très probablement, une voiture d'occasion sera la solution optimale pour ce niveau de revenu. Que doivent faire ceux qui ont un maigre revenu mensuel? Eh bien, à part un vélo, malheureusement, vous ne pourrez probablement pas vous permettre quoi que ce soit. Ce sont des directives strictes, soit vous devez augmenter vos revenus, soit réduire vos dépenses, mathématiques simples. Si le coût d'une voiture dépasse 1 an de votre travail, voire 2 ans, alors demandez-vous si vous en avez besoin pour ce prix et quel avantage réel cet achat apportera. Peut-être que cela vaudrait la peine de se reposer davantage, de dépenser plus de temps avec votre famille au lieu de conduire cette nouvelle voiture coûteuse. Après tout, c'est l'équivalent de plusieurs années de votre travail. Ce n'est pas habituel d'y penser? Mais ayant trop de revenus, il est aussi stupide de réduire le niveau de consommation au strict minimum. C'est stupide, avec des millions de dollars de capital, de continuer à manger des saucisses bon marché, en se refusant un steak. Cela nuit à la santé et de toute façon, ce n'est pas proportionné. Le syndrome du retard de vie est également un gros problème, un extrême auquel les personnes atteintes d'un certain psychotype sont généralement confrontées. Cela vaut la peine d'être économe, mais de ne pas lésiner sur les choses qui vous rendent vraiment heureux. Par exemple, vous ne devriez pas remettre à plus tard votre vie personnelle et la naissance des enfants, mais investir dans l'éducation, dans vos proches, est peut-être la meilleure option possible. En fait, lorsqu'ils achètent de nouveaux objets coûteux, les gens ne reçoivent généralement qu'un éclat de joie à court terme, la libération de l'hormone dopamine et d'autres neurotransmetteurs. Au bout d'un certain temps,
l'achat cesse de nous plaire et le psychisme réclame de plus en plus de nouvelles émotions. Il est très bénéfique de remplacer cette dopamine à court terme par une autre hormone importante, l'ocytocine. Il s'agit d'une hormone qui est libérée par l'hypophyse dans le sang lors de la communication avec les proches, la famille, l'affection, la communication avec les enfants, le sentiment d'attention et d'amour pour vos proches. Essayez de remplacer et d'orienter vos émotions dans cette direction, vers les interactions sociales et la communication avec les membres de votre famille, et le problème du consumérisme et des achats spontanés passera alors au second plan pour vous. Le bonheur ne consiste pas à acquérir autant de choses différentes que possible, mais à profiter de la vie. Mais il ne faut pas vivre un jour, il faut penser à l'avenir. Comme l'a justement remarqué un de mes amis, on dort bien mieux sur un oreiller financier que même sur un oreiller orthopédique. Oui, vous avez raison lorsque vous dites que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est sans aucun doute vrai, mais l'argent peut acheter une relative liberté et une indépendance financière. Lorsque vous économisez un peu d'argent sur chaque salaire, si vous avez appris à le gérer, c'est comme si vous vous rendiez un petit morceau de liberté, un morceau de temps que vous avez irrévocablement consacré au processus pour gagner cet argent. Il existe une expression, payez-vous. Avant de dépenser de l'argent en payant tout le monde autour de vous, un boulanger pour du pain cuit, un coiffeur pour une coupe de cheveux, un fabricant de vêtements ou d'électroménager, vous devez d'abord vous payer vous-même, mettre de côté pour des fins plus importantes. À savoir, pour investir dans l'avenir, dans une future pension, si vous préférez. Le but d'économiser de l'argent n'est pas de languir devant l'or, mais d'avoir la possibilité à tout moment d'acheter quelque chose qui a une grande valeur pour vous et les membres de votre famille. Homo sapiens est conçu de telle manière qu'il s'efforce constamment de se comparer aux autres. Si vous gagnez 1 million par mois, mais que tous vos voisins, amis et parents gagnent 10 millions par mois, alors vous vous sentirez probablement malheureux, perdant dans cette compétition de classement, dans la course au succès. Theodore Roosevelt a dit un jour, la comparaison est la voleuse de la joie. Si vous avez l'habitude de vous comparer délibérément aux autres, il vous semblera toujours que d'une certaine manière vous êtes pire. Bien qu'objectivement ce ne soit pas le cas. Vous pouvez envier une connaissance, et lui, à son tour, peut, au contraire, vous envier depuis longtemps, et d'une manière complètement différente. Par exemple, que vous ayez plus de temps libre ou que vous ayez une famille amicale et aimante. La définition de l'envie est simple, l'envie est la souffrance causée par le succès d'une autre personne. L'envie est inévitable, c'est l'une des émotions ressenties à un degré ou à un autre par tous. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin. Avec de l'argent que nous n'avons pas, souvent à crédit. Pour impressionner les gens qui ne se soucient pas de nous. Ceci est une citation, une phrase du célèbre écrivain américain et le journaliste Chuck Palahniuk, il caractérise très bien la consommation de la société moderne. Le désir d'apparaître plutôt que d'être réellement est ce pourquoi vous serez le plus souvent puni. Nous oublions souvent nos personnes les plus proches et les plus chères, mais nous essayons d'impressionner ceux qui ne se soucient pas de nous. Vous vous demandez peut-être, mais si la nature humaine est telle que nous ne pouvons éviter la comparaison avec les autres, alors que devrions-nous faire? J'ai une petite astuce. L'essence de cette technique est que s'il est nécessaire de se comparer à quelqu'un, il est préférable de ne pas choisir mentalement la personne la plus performante comme objet d'une telle comparaison. Par exemple, il est parfois utile de regarder une vidéo non pas sur la vie de stars du show business ou de personnages célèbres, mais, par exemple, une sorte de documentaire sur la vie de gens ordinaires qui, parfois, s'amusent autant que vous. Cela vaut la peine de vous comparer à ceux qui vivent moins bien que vous, qui sont plus pauvres que vous, qui sont plus stupides que vous. Cela augmentera votre estime de soi et vous permettra d'être un peu plus heureux, de vous sentir soulagé. Par exemple, il est parfois utile d'observer les blogueurs de voyage, non pas ceux qui visitent des pays riches, par exemple la Suisse ou l'Allemagne, mais, par exemple, ceux qui viennent au nord du Soudan, dans les pays les plus pauvres d'Afrique. Quand je regarde par exemple tel blogueur déambuler dans les bidonvilles pauvres d'Inde, ou visiter le Nigeria, je comprends la chance qu'on a de naître dans son propre pays, où tout n'est pas si mal. Un sentiment de bonheur forcément ne se pose qu'en comparaison avec ceux qui réussissent moins bien. Je ferai immédiatement une réserve sur le fait qu'un tel acte de vie n'est bon que pour gagner du confort psychologique, du bonheur, lutter contre l'auto-comparaison, et non pour le développement professionnel ou l'auto-amélioration. Là, c'est tout le contraire, vous devriez tendre la main et admirer les plus forts et ceux qui réussissent le mieux. Il s'agit uniquement du sentiment de bonheur. Ainsi, la frugalité d'une personne est, comme je l'ai déjà dit, aussi une préoccupation pour son avenir. Si vous menez une vie frugale et investissez régulièrement, cela équivaut à envoyer des ressources vers votre futur moi. Et lorsque vous empruntez,
cela revient à voler de l'argent à votre futur moi. Si vous prenez des décisions irresponsables aujourd'hui, alors la seule personne que vous blesserez, c'est vous-même, et seulement dans le futur. Si vous n'économisez pas au moins 10% de votre salaire chaque mois, dépensez absolument tout sans laisser de traces, alors vous prenez un risque, vous menez, pour ainsi dire, un mode de vie insalubre. Comme ne pas se brosser les dents, ne pas prendre de douche tous les jours. Cela devrait devenir une habitude. Au moins 10% est le minimum que toute personne peut faire. Qu'il s'agisse d'une personne avec un petit revenu ou d'un revenu important. 10% du revenu est un niveau hygiénique en dessous duquel il vaut mieux ne pas descendre. Plus est facultatif, par exemple pour les partisans du mouvement FIR, c'est une retraite anticipée. Cela ne convient pas à tout le monde, mais absolument tout le monde peut adopter une approche rationnelle des dépenses et libérer 10%, en se payant d'abord, pas les autres, mais soi-même. Payez-vous d'abord, est une phrase célèbre du livre de Georges Clason, L'homme le plus riche de Babylone. Essentiellement, une personne n'a pas besoin de tant de choses pour être heureuse, chacun a son propre sens des proportions. Il existe un concept tellement confortable appelé « assez ». L'idée n'est pas de gagner et de dépenser autant que possible, mais d'avoir suffisamment de biens matériels, de ne pas courir après l'excès est de ne pas se comparer aux autres. En Suède, par exemple, ils promeuvent activement cette conception de la vie. Ils appellent cela un terme spécial, décalage. Il s'agit d'une philosophie de modération, qui signifie littéralement « juste assez ». Les Suédois savent trouver un équilibre entre les catégories « trop peu » et « trop ». Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Suède est l'un des pays les plus prospères et les plus désirables au monde. Comment déterminer ce niveau de « assez » pour vous-même? Diverses études scientifiques prouvent que ce qui nous rend heureux, c'est avant tout la santé et les bonnes relations avec nos proches, et avoir de l'argent nous aide simplement à moins penser à cet argent et à résoudre certains problèmes locaux ou mineurs qui surgissent inévitablement en cours de route. Mes amis, j'espère que ces réflexions vous ont été intéressantes et utiles. Abonnez-vous à cette chaîne, merci de votre attention et à bientôt.